Alors, nous venons... Oui, vous pouvez. Il y en a deux qui ont tout compris, mais vous lancez les autres. Hein, c'est sympa. Donc, nous venons de voir le film titre Cours plus vite que je t'attrape du réalisateur Tartovsky. Obscurité et questions divines. Qu'est-ce qu'un symptôme ? Alors, peur ou phobie ? Telle est la question. To peur or to phobie, that is the question. Oui, c'est pas mal l'anglais, ouais. Bien, alors, je cède maintenant la parole à... Je n'ai pas l'habitude de parler avec un micro. Voilà. Alors, la parole à monsieur le rédacteur en chef du journal Psychophobie, oui. Monsieur Daniel Cassini, on l'applaudit bien fort. Et il va nous présenter, bien sûr, ses invités. Voilà. J'ai effectivement l'honneur et le plaisir de vous présenter les invités qui vont participer à cette table ronde. Donc, je vais commencer sans tarder. Je vais m'adresser d'abord à Caroline, qui est hypnothérapeute. Alors, l'hypnose est une pratique qui est vieille comme le monde. On en trouve d'ailleurs la trace même dans les aventures de Tintin. Dans les cigares du pharaon, Tintin est hypnotisé par un méchant fakir et il ne doit son salut qu'à une noix de coco qui tombe sur la tête de Tintin, de la tête du méchant fakir, et qui va lui permettre d'échapper à l'envoûtement hypnotique. Également, vous connaissez Harry Bosch, utilise également l'hypnose. Vous savez qui est Harry Bosch ? Moi, je ne connais pas Harry Bosch. Non, vous ne connaissez pas. Je pense que dans le public, il y a des personnes quand même qui connaissent Harry Bosch. C'est une journée interactive. Qui est quand même Harry Bosch, il y a bien des gens cultivés dans cette salle. Non ? Alors, je vous donne la solution. Harry Bosch est un policier du LAPD, du Los Angeles Police Department. C'est un héros des romans de Michael Connelly. Et il utilise régulièrement l'hypnose dans ses enquêtes pour faire parler des témoins, pour faire advenir à la conscience des éléments autrement refoulés, pourrait-on dire. Donc ça, c'est très important. Charcot, vous le savez également, a utilisé, peut-être même usé et abusé de l'hypnose avec les belles hystériques chantées par les surréalistes. Freud lui-même, un moment, est prêté à l'hypnose. Il a abandonné assez rapidement. Mais là, je fais court, des dizaines d'années plus tard, et ça c'est très intéressant, un psychanalyste, un ancien compagnon de Jacques Lacan, François Roustan, a abandonné, vous le savez sans doute et peut-être, la pratique de la psychanalyse pour se lancer dans l'hypnose et dans l'hypnothérapie, avec beaucoup de succès. François Roustan est disparu il y a très peu de temps, mais cela me semble très important de voir ce qu'a fait Roustan, avec beaucoup de qualité. C'était quelqu'un de grande qualité. Voilà. Caroline, je vous demande, est-ce qu'à la fin de l'après-midi, vous allez pratiquer, c'était difficile, une hypnose collective qui va permettre de chasser, d'éradiquer définitivement les peurs et les phobies qui se dissimulent dans ce public ?
C'est possible? Non, c'est impossible. Caroline, C'est impossible. On t'entend pas, sinon. Avec ce micro, personne ne m'entend. Vous m'entendez maintenant? Oui. Alors je ne pourrais pas faire de séance collective parce qu'une phobie appartient à chacun et qu'une phobie se traite individuellement, tout simplement. Sinon, Très vous bien. l'aurez fait avec plaisir. Si vous aviez tous eu la même phobie. Ben, écoutez, c'est très bien, donc nous en reparlerons longuement dans un instant. Voilà. Je m'adresse maintenant, et je présente Marie-Pierre. Vous êtes sophrologue. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Alors, comment dire, sophrologie, c'est un terme qu'on entend parfois comme ça dans des conversations, sans trop savoir ce qu'il recouvre, n'est-ce pas? Alors, nous sommes ici, ça je tiens à le préciser parce que c'est important, sur la scène du théâtre Francis Gall. Alors, je vous demande, madame, comment dire, au nom de tante Vittorine et de Pétouline de Ribassière, la sophrologie Casako. Vous pouvez le dire en niçois ou en français? Je vais le faire en anglais. N'hésitez pas. En fait, c'est très simple. C'est l'étude de la conscience, de l'harmonie de la conscience, sauf que pour la plupart des gens, nous ne sommes pas conscients que nous avons une conscience et que nous sommes une conscience. Donc, c'est donc l'étude du corps, de l'âme et de l'esprit, mais de façon très simple, contrairement à ce que l'on pense. C'est donc la connaissance de soi. Et c'est la méthode par excellence sur la connaissance de soi. Voilà. C'est parfait, nous allons y revenir dans un moment également. Alors maintenant, je continue le tour avec les dames. Alessandra, oui, vous êtes psychologue, vous allez nous en dire un peu plus. Vous êtes psychologue où ça? Au centre hospitalier Sainte-Marie, à Nice. Ah d'accord, très bien. Alors, est-ce que vous faites, à ce niveau-là, est-ce que vous faites votre, si on peut dire, cet aphorisme de grand visionnaire et poète anglais, William Blake, qui disait « Si d'autres n'avaient pas été fous, nous devrions l'être ». Qu'est-ce que vous en pensez? On a tous une part de folie en nous. Qu'est-ce que vous voulez préciser un petit peu? Je vous ai donné cet aphorisme. Mais ce n'est pas grave, on en reparlera dans un instant. Pas de problème. Pas de problème, voilà. Écoutez, je continue donc avec maintenant, et je vais faire, je vois que vous prenez déjà le micro, madame, mais oui, je vais procéder, je l'ai dit tout à l'heure, ça va paraître bizarre, maintenant par paire, par couple. Pourquoi? Parce que nous avons le plaisir d'accueillir ce jour deux psychiatres, Caroline et Frédéric, qui pratiquent les théories comportementales, la mindfulness, c'est-à-dire la méditation de pleine conscience. Et également, nous avons un autre couple, si on peut dire, représenté par deux psychanalystes, Jean-Louis et Olivier. Je dis ça parce que ça me fait penser à une très belle réflexion. Oui? Allez-y. Ça me fait penser à une réflexion de... Ah, c'est en train de se détacher. Une réflexion... Ne vous inquiétez pas, je vous ferai pas mal. Non, c'est pas un problème, voilà. Donc une réflexion que l'on trouve qui est très connue dans les chants de Maldoror, d'Isidore Ducasse, conte de Lautréamont. Vous la connaissez peut-être, qui dit « Beau, beau comme la rencontre entre une machine à coudre et un parapluie sur une table de dissection. » Et bien là, je vais le transformer à la mode niçoise en disant « Beau comme la rencontre sur la scène du théâtre Francis Gall entre deux psychiatres pratiquant la mindfulness et les théories comportementales et deux psychanalystes. À charge pour vous de dire qui tient le rôle de la machine à coudre ou du parapluie, ce sera à vous d'apprécier, évidemment. Alors, Caroline et Frédéric, bon. Vos disciplines, vos pratiques, comment dire, sont, j'allais dire, on le vend en poupe. Elles sont très dynamiques, oui, vous n'allez pas dire le contraire, hein. Et elles sont bien accueillies par le public. J'allais presque dire qu'elles sont à la mode, mais là ça ne convient pas tout à fait parce qu'il y a une notion de frivolité. Une notion de frivolité qui ne correspond pas à votre travail. Et nous allons donc y revenir dans un instant longuement. Par contre, je voudrais m'arrêter un peu plus longuement. Vous pouvez poser votre micro, vous aurez le temps de parler tout à l'heure, parce que justement,
je me tourne vers les deux psychanalystes. Bon, il faut bien le dire aujourd'hui, la psychanalyse, par rapport au mindfulness, à la théorie comportementale, est quand même en perte de vitesse. Il faut quand même le dire. Je dirais que dans cette assemblée, la psychanalyse, désolé messieurs, je me dois la vérité au public, la psychanalyse, c'est un peu figure de has-been, comme on dit dans le cinéma. Et pourquoi? Je veux dire, depuis qu'un philosophe français, moi j'appelle le philosophe qui écrit sur tout ce qui bouge, un philosophe français a déboulonné la statue de Freud. Il a étrillé Freud. Et de quelle manière? Alors ce qu'a fait cet homme est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en 6 mois, il a lu les 20 volumes des œuvres complètes de Freud. Là où des paresseux, il y a toujours des paresseux des autres philosophes, ont mis parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans à étudier les œuvres du maître viennois. Bon, des feignants comme Pontalis, comme Monique Schneider, comme Michel de Musan, comme Pierre Félida, comme Guy Rosolato. Mais alors attendez, je suis désolé messieurs, le résultat est accablant. J'ai vu qu'il y a des jeunes gens dans la salle. Ne prenez surtout pas exemple sur un personnage qui devrait être exemplaire. Parce que ce que nous apprend le philosophe qui écrit sur tout ce qui bouge, c'est que Freud, je suis désolé de vous le dire, était un toxicomane. C'était un drogué. Il se défonçait. Et attendez, Freud n'allait pas acheter du shit dans la banlieue nord de Vienne, ou à l'impasse des Liserons à Pasteur Bon Voyage. Donc Freud, c'était carrément de la cocaïne. Freud était un cocaïnomane. Il s'en mettait plein les narines. Il sniffait. Voilà ce qu'était la vérité sur ce personnage universellement respecté. D'une manière absolument saisissante, je vois qu'il y a des gens qui apprécient, mais bon. Alors, on pourrait dire justement d'une manière absolument saisissante, Sigmund Freud, Jacques Dutronc et Peter Doherty, même combat. Voilà. D'abord. Après ce constat d'avoir un personnage qui est un toxicomane, Freud, c'est toujours le philosophe qui nous l'apprend, était un mari infidèle. Qu'est-ce que Freud allait faire en Italie avec sa belle-sœur, si ce n'est pour coucher avec elle et pour vérifier, j'allais dire, dans le mi-temps d'un lit, sa fumeuse théorie du pansexualisme, heureusement mise à mal par Carl Gustav Jung, le seul analyste pour moi qui ait de l'importance. Et enfin, dernière chose, dernière petite remarque, c'est toujours le philosophe qui écrit sur tout ce qui bouge qui nous l'apprend. Pourquoi est-ce que Freud, au moment de sortir en 1939 de Vienne et d'Autriche, se permet d'écrire qu'il recommande chaudement la Gestapo? Absolument abominable. Bon, alors là, peut-être que le grand philosophe, finalement, s'est aperçu dans son élan justicier qu'il y avait peut-être une part d'ironie chez Freud. C'est fou ce que les gens, d'ailleurs, vous savez, qui veulent faire le procès des autres ne s'aperçoivent pas qu'ils instruisent le leur de procès. Enfin, voilà. Bon. Voilà pour Freud. Après tout, c'est un étranger. Moi, ce qui nous intéresse, c'est la France. Alors là, je pensais qu'il y aurait quand même un petit peu plus de sérieux, de tenue, j'allais dire de dignité. La France des Lumières, la France de la raison de Descartes, d'Éric Zemmour, etc. Eh bien non, écoutez, c'est encore pire. Et j'allais dire, c'est encore pire. Pourquoi? Tout le monde a dans la tête l'image de ce personnage extravagant, Jacques Lacan, avec son nœud papillon et son affreux petit cigare tire-bouchonné à la main, comme ça. Mais vous savez, quel était son surnom? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne le connais pas, je ne me permettrai pas. Le pitre. Si vous ne me croyez pas, vous allez lire le livre de François Weiergans, qui lui a consacré. Le pitre. Le grand vizir. C'est-à-dire le grand vizir qui veut être calife à la place du calife Freud. Alors qu'est-ce que fait un clown? Un clown fait des clowneries. Qu'est-ce que fait un pitre? Pitre, ça fait des... Bravo, des pitreries. Alors je vous en sors que 2 ou 3 de pitreries, c'est absolument extraordinaire. La première, la femme n'existe pas. Une autre, il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse écrire en toute logique, ça on s'en fout. Moi, je peux vous dire simplement la chose suivante. Lorsque je me suis permis de dire à mon épouse très gentiment, tu sais chérie, au fait, la femme n'existe pas. Qu'est-ce que je me suis pas pris?
Alors je ne sais pas si la femme ça n'existe pas, mais je peux vous dire qu'une femme ça existe, pas comme peu. Hein. Pour l'histoire du... il n'y a pas de rapport sexuel, bon ce soir tu auras faire mumus dans la chambre d'amis tout seul. Hein. Voilà, je le retiens le pitre. Et la dernière, la plus magnifique, la plus extraordinaire, qui élève la pitrerie au rang d'énigme. Hein. L'amour c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Gardez-vous de comprendre, dit Jacques Lacan, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème. Hein. Moi, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, avec ce genre de pitrerie, on est carrément dans Fort Boyard. Hein. Et je le dis aujourd'hui, ça ne fera pas plaisir, peut-être à Jacques-Alain Miller, mais pour moi, Jacques Lacan, c'est le père Fouras de la psychanalyse. Hein. Mes petits-enfants Ludo et Chloé, qui ont 8 et 11 ans, adorent le père Fouras. Ça les fait beaucoup rire, moi, ça ne me fait pas rire du tout. Hein. Alors, la devinette du sens doit rester entre les mains des enfants. Écrit André Breton dans Les Pas perdus, il a peut-être d'accord, mais très peu pour moi. Alors après les turpitudes freudiennes et les pitreries lacaniennes, comment voulez-vous qu'il y ait encore des gens qui ont envie d'aller s'allonger sur un divan le terrible, comme l'écrit le truculent poète belge Jean-Pierre Verhegen, le seul poète qui m'ait fait vraiment pleurer de rire. Hein, voilà. Alors quand même, nous avons des invités, monsieur. Donc vous faites partie donc d'une école, d'une association, est-ce que vous pouvez nous dire cela? J'ose même m'afficher dans une école lacanienne, ce qui est invraisemblable, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup d'humour là-dedans, il y a beaucoup de choses, on manie des choses de l'esprit et ça c'est important. Et ce que j'apprécie là-dedans, c'est justement toutes ces phrases qu'on n'a pas toujours à comprendre, puisqu'il n'est pas uniquement question de comprendre, mais que ça fait penser, ça fait réfléchir. Et il se trouve que moi je travaille avec des autistes, et que les autistes, ceux avec lesquels je travaille, pour beaucoup ne parlent pas, et que en tant qu'analyste, je ne me charge pas de faire, comme on l'a vu tout à l'heure en scène, de les allonger sur un divan pour les écouter, puisqu'ils ne parlent pas. Je les accompagne, mais ce qui se produit avec eux, moi, ça me met au travail. Le fait d'avoir pensé et travaillé avec ces théories lacaniennes, mais pas seulement, et beaucoup d'autres, j'apprécie une théorie à partir du moment où elle me fait travailler, me fait penser. Voilà. Et c'est ce que j'apprécie de ce côté. Et je prétends exercer la psychanalyse avec des gens, des enfants, des adultes qui ne s'allongent pas et qui n'ont rien à dire. Mais ça m'aide à penser. Voilà. Très bien. Et je pense que toute discipline est importante dans ce sens-là. D'accord. Et monsieur Jean-Louis, vous faites partie d'une école, d'une pitrerie? C'est la même école, une école qui est l'Association lacanienne internationale. Mais je vois, monsieur l'animateur, que vous menez à tout seul, vous pouvez faire un débat. On se demande d'ailleurs ce qu'on fait là. Hein, je pense que si vous voulez, nous allons au bar d'à côté et on va faire notre débat parce que je ne sais même plus tout ce qu'il faut dire. Oui, on va y aller peut-être. Rassurez-vous, vous allez avoir la parole longuement. Et je dis également... Et comment, messieurs les censeurs, bonsoir. N'est-ce pas, hein? Je voulais préciser également que la salle est sollicitée. À tout moment, vous pouvez intervenir. Il y a quelqu'un qui a fait entendre quelque chose. On voit qu'on comprend qu'il aime bien les narines, là, sur la cocaïne. Mais voilà. Donc maintenant, le débat, rassurez-vous, vous allez avoir l'occasion de vous exprimer. Et je vais commencer par mon dame, Caroline. Donc, si vous voulez bien... Oui. Comment? La présentation qui n'a pas été tout à fait faite. Ah oui, donc la présentation, elle va être faite maintenant. Elle va être faite à, voilà, que ce soit Caroline ou Frédéric qui vont avoir longuement la parole. Bon, nous allons repartir sur Caroline. Non, bah, puisque vous avez le micro, allez-y. Non, allez-y, Caroline. Voilà, allez-y. Donc, vous pratiquez la mindfulness, la méditation de pleine conscience. Est-ce que vous pouvez expliquer au public d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce que c'est, quel est son intérêt? Voilà. Alors, la méditation de pleine conscience, c'est une technique qui est dérivée du bouddhisme et qui est une technique très simple qui consiste tout simplement à s'asseoir et à observer l'expérience que l'on vit dans le moment présent. Voilà. Très très simplement. Donc on va appréhender... C'est bon ? Donc on va détailler notre expérience, on va se mettre en rapport avec ce que l'on vit au niveau de nos sensations,
au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, nos sentiments, et on va devenir de plus en plus intime avec tout simplement l'expérience d'être un être humain. Mais les choses simples sont parfois les plus compliquées. C'est une technique effectivement qui prend du temps à appréhender, mais c'est une technique, une discipline qui est très simple en fait. D'accord, très bien. Écoutez, je vais passer la parole puisque monsieur a le micro. Donc Frédéric, Merci, bonjour. Vous pratiquez également les théories comportementales, donc expliquez un petit peu. Alors effectivement, je suis psychothérapeute et je pratique les thérapies émotionnelles, cognitives et comportementales. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Plutôt que de s'occuper d'un diagnostic avec la personne, nous allons chercher avec elle les comportements dits problèmes, c'est-à-dire les comportements qui continuent d'entretenir la souffrance et le diagnostic. Pour cela, nous pratiquons ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles en collaboratif, et nous allons développer des techniques dites émotionnelles, cognitives, pour au final modifier les comportements. C'est-à-dire qu'on va nommer des comportements dits dysfonctionnels qui maintiennent le trouble, et nous allons développer des comportements dits plus fonctionnels. Alors il faut dire effectivement que dans la phobie, le comportement dysfonctionnel principal, c'est l'évitement des situations qui font peur. Et donc, en quelque sorte, nous allons entraîner la personne émotionnellement et cognitivement pour qu'elle puisse finalement traiter le mal par le mal, mais très progressivement, en collaboration, avec son accord. Mais je pourrais vous en dire plus un petit peu après, si vous voulez. D'accord, très bien. C'est une première réponse. Ce sur quoi j'insiste, c'est que ce sont des thérapies qui se soumettent à la preuve scientifique. Très bien. Il y a des rires là. Oui, oui. N'oubliez pas, vous pouvez réagir, vous levez la main. Sinon, je donne la parole cette fois-ci à Caroline, hypnothérapeute, qui va nous pénétrer dans l'intimité de son cabinet. Je suis très dans l'intimité de mon cabinet. Non, faites-vous rentrer d'abord. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais expliquer que l'hypnose? Alors moi je pratique l'hypnose ericksonienne. Il y a plusieurs sortes d'hypnose que moi je ne pratique pas. Vous m'entendez pas encore? Plus près, là. C'est prêt, oui. Et là, vous m'entendez? C'est magnifique. Donc je pratique l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose thérapeutique, qui est une hypnose qui consiste à amener la personne qui vient faire un changement, donc à le guider pour qu'il puisse faire des changements. En hypnose, il n'y a pas de technique directive et surtout on travaille avec l'inconscient de chaque personne qui vient. Et donc si un changement n'est pas souhaité par l'inconscient de la personne, il ne se fera pas. Donc ça reste une hypnose très respectueuse. Je ne sais que vous dire de plus. Si vous avez des questions, pour moi c'est plus simple, c'est un peu difficile de vulgariser quelque chose qu'on pratique. Oui. Oui, première question, vous pouvez passer un micro. Il faut amener le micro. Oui. Si je parle plus fort. Il y a deux micros à chaque exprès. Ah, que je parle plus fort? Ah, bah... Oui, j'avais une question par rapport aux phobies. Je voulais savoir si la phobie, ça peut être contagieux. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose? Alors, je ne sais pas à qui je dois adresser cette question, parce qu'il y a la thérapie comportementale, à monsieur à gauche. Il y a vous qui êtes hypnothérapeute. Oui, alors en hypnose, on a des phobies qui sont pas pour nous des phobies. Donc moi, je ne traite pas une phobie qui a une croyance limitante. Alors c'est quoi la croyance limitante? C'est par exemple, vous allez venir me voir et me dire, moi j'ai la phobie des araignées, ma mère a la phobie des araignées, mon père a la phobie des araignées, ma grand-mère avait la phobie des araignées. C'est déjà une croyance limitante. Donc il faut d'abord travailler sur la croyance limitante pour savoir si c'est vraiment une phobie. Alors est-ce qu'il peut y avoir une contagion de la limitation? C'est ça en fait? Je ne sais pas ce que c'est une contagion de la limitation. Ah. Mais vous, expliquez-moi. Non, moi en fait... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une contagion de la limitation? En fait, c'est une façon de parler, c'est au deuxième degré, c'était pas... Si par exemple je vis avec une personne que sa phobie c'est la phobie des frelons, moi ça me fait pas peur les frelons, mais est-ce qu'à force de vivre avec elle, je risque de moi aussi avoir peur des frelons parce qu'elle va me la transmettre? Si vous avez envie d'avoir peur des frelons, oui, sûrement. Ah. Frédéric, si j'ai pas envie. Oui. Frédéric, si vous permettez. Oui, merci. Oui, si vous permettez, c'est une question vraiment très intéressante. Je vous remercie.
Dans le modèle des thérapies comportementales, une nouvelle fois, on ne traite pas la phobie, mais le comportement phobique. Et dans ce modèle-là, qui est un modèle parmi tant d'autres, les comportements s'apprennent. Et nous apprenons des comportements de façon fonctionnelle et de façon dysfonctionnelle. Qu'est-ce qui nous permet d'apprendre les comportements? Ce sont les conditionnements. Et nous citons 3 types de conditionnement. Le conditionnement pavlovien, que vous connaissez sûrement, le conditionnement skinnérien, et ce qui va nous intéresser dans votre question, le conditionnement vicariant. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir un apprentissage social des comportements. Je vais faire simple par imitation, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et on peut très bien voir, c'est un raccourci de le dire comme ça parce que les mécanismes et les processus sont plus pointus, mais on peut faire le raccourci qu'une phobie chez un parent, par exemple, peut être appris chez l'enfant de façon vicariante, par apprentissage social. Ce n'est pas le plus fréquent qu'on rencontre en clinique, mais c'est tout à fait possible dans le modèle des thérapies comportementales et cognitives. Très bien. Alors, nous allons poursuivre donc, les pratiques. Alexandra, qu'est-ce que vous avez à dire justement de travailler Alors par rapport à ma pratique donc au centre hospitalier Sainte-Marie, donc je reçois, une patientèle assez éclectique. Et par conséquent, notamment par rapport aux phobies, donc on reçoit des patients qui peuvent avoir différentes structures de personnalité, mais la phobie peut apparaître en tout cas comme symptôme. Et ça va consister en un travail d'accompagnement dans une approche, on va dire, intégrative, en tout cas, qui va justement avoir... on va pouvoir travailler... Alors moi, d'orientation, j'ai une orientation assez analytique, mais bon, disons que dans l'hôpital, en fait, je suis plus dans une orientation impliquée qu'appliquée, bien entendu, mais le tout en coordination avec une équipe, et ce qui m'amène parfois à travailler, certains symptômes d'une manière un petit peu plus comportementaliste ou éducative, voilà, avec ce type de méthode-là. Et quelque part, voilà, après, en fonction, de la réponse du patient, on réajuste, mais on part du principe quelque part que on rencontre le patient à partir de là où il est et non pas là où on veut qu'il soit. Donc c'est le patient qui prime avec son symptôme, en tout cas ce qu'il manifeste, et puis progressivement on va travailler sur le latent. Voilà. Très bien, écoutez, nous allons poursuivre avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, en sophrologie, pour mieux se connaître, parce que vous recevez des phobies des enfants. La question des enfants est importante. Les phobies des enfants, les phobies scolaires, les peurs. Alors en fait, j'ai dit oui à Nora pour ma présence aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un des plus gros thèmes dans mon cabinet, la peur. Et en fait, il y a 2 sortes de peurs pour moi. C'est la peur réelle. Donc je dis aux adultes et aux enfants, exemple, vous traversez la rue, une voiture arrive à 140, et bien en fait la peur c'est une émotion, c'est un guide. Donc en fait vous allez précipiter le pas et pour traverser. Vous êtes dans un champ, il y a un taureau et vous n'allez pas vous dire je fais de la sophrologie, cool, c'est pas grave. Non, bien sûr vous allez précipiter le pas pour sortir du champ. Et en fait, il y a la peur, en second lieu, c'est une représentation. Et c'est aussi Boris Cyrulnik, qui est passé dernièrement à Acropolis, que j'ai vraiment aimé en conférence. Il dit que toute la vie, c'est pas si compliqué que ça, c'est de faire la différence entre mes représentations. Donc je vais commencer à me représenter que j'ai peur d'avoir peur de ça, et là c'est parti. Ça s'adresse à pas seulement la peur, mais toutes les croyances erronées et toutes les représentations que je peux me faire de la vie au lieu de vivre ma vie. Et cette peur, eh bien nous, comme l'actrice l'a si bien fait tout à l'heure, on va vraiment essayer de le dégager de la conscience. C'est donc un entraînement. La sophrologie, c'est vraiment un entraînement. Plus on va s'entraîner, plus ça va marcher. Et le but, c'est vraiment de dégager cette pensée négative, puisqu'on a la capacité de mettre cette pensée négative
on a la capacité de l'enlever. C'est aussi simple que ça. Et ce que j'aime chez les enfants, c'est que ça marche tout de suite. Un enfant, c'est génial. Vous dites, tu mets dans le nuage ta pensée, hein, et en fait, la semaine d'après, il fait, ben oui, ça a marché. Alors, voilà. J'ai entendu le mot simple qui revient plusieurs fois. Méditation, pleine conscience, ça. Alors pour la psychanalyse, la psychanalyse quand même, je vais laisser la parole, même si elle a été un petit peu malmenée. Moi je ne sais pas, il y a un livre de Freud qui s'appelle 5 psychanalyses, elles sont toutes plus ou moins ratées, hein, mais il y en a une qui s'appelle le cas du petit Hans, hein, qui est le cas d'une phobie. Il est question de peur de chevaux, de baignoire, de robinet, de père symbolique, on m'a dit, qui est trop envahissant, de père réel qui ne l'est pas assez. Jean-Louis, oui. Alors comment vous faites avec les phobies? Alors les 5 psychanalyses de Freud, effectivement, elles sont toutes loupées, presque. Hein. Le petit Hans, qui est le cas princeps du cas phobique, eh bien, Freud ne l'a jamais analysé, puisque c'est son père qui a fait le boulot. C'est le père qui était en analyse chez Freud. Voilà encore, il faudrait alimenter comme ça votre besace en petite saloperie que vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit la vérité, voilà. On peut le dire. Bon, on peut le dire tout quand même. Il est là, voilà. Donc, effectivement, le petit Hans, il l'a vu une fois, hein, bon. Et c'est à partir de là qu'il a théorisé cette question de la phobie. C'est une question très difficile. Aujourd'hui, on fait cette journée sur un ton léger, ludique, et c'est très bien, on l'a voulu ainsi, mais c'est une question très difficile pour les thérapeutes, je crois. Donc, quelques généralités, déjà. La peur, mais nous avons tous peur de quelque chose. La peur, c'est regarder les petits-enfants, je me souviens en crèche, lorsque la sieste était finie et que l'on dressait les matelas, et on les dressait contre le mur parce qu'il manquait de place, ça faisait un tunnel entre les matelas et le mur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les petits tout de 2 ans et demi? Ils s'amusaient à courir entre le mur et les matelas, dans le noir, et ils sortaient, et puis ils criaient de joie. C'est une jouissance. Voilà. Et il n'y a pas de raison d'avoir honte d'avoir peur. Bon, ça c'est une généralité. Après, le phobique, on pourrait dire, pour prendre quelques formules lapidaires, c'est quelqu'un qui se trimballe avec son épouvantail portatif. Il faut qu'il ait peur. Bon, d'accord. L'autre question, si on quitte le domaine des généralités, c'est pratiquement comment on va faire. Un psychanalyste qui accueille quelqu'un qui est phobique, comment il va faire? Alors, il faut distinguer les diverses phobies. Bon, il y a la médecine qui est très très forte pour pouvoir catégoriser, faire des nosographies, etc. Bon, l'a très bien fait. Il y a les psychiatres du 19e siècle qui ont très 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 bien observé les comportements, qui ont classé les choses. Alors, on va dire simplement, il y a des phobies que la psychiatrie appelle spécifiques. Bon, c'est comme ça qu'on disait dans les études. Bon, vous avez peur de l'araignée, vous avez peur du lézard, du machin, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'évitez. Bon, je reprends le terme d'évitement qui a été donné ici tout à l'heure. Après tout, l'évitement. Si on s'en sort avec de l'évitement, tant mieux. On peut éviter, tant mieux. En revanche, ce que l'on va appeler les phobies sociales, c'est-à-dire celles qui se manifestent dans notre rapport à l'autre. Hein, on entend bien dans la phobie sociale. Et qui sont extrêmement handicapantes pour aller chercher un travail, ou pour aller au travail, ou pour aller à l'école. Bon. Ce sont des phobies très handicapantes, mais est-ce que la personne qui est phobique, qui a cette phobie, bon, il faudrait encore parler, est-ce que c'est vraiment une phobie, est-ce que c'est un symptôme, mais on ne va pas aller là-dedans. Cette personne-là, est-ce qu'elle va venir au cabinet consulter? Moi j'ai des exemples de personnes qui avaient pris rendez-vous et qui ne sont jamais arrivées à monter au cabinet, qui étaient devant la porte. Il a fallu que je descende, on a fait la séance dans la rue. Parce que c'est ça aussi la psychanalyse. C'est pouvoir descendre de son cabinet et faire quelque chose dans la rue. C'est peut-être aller aussi au café d'à côté. C'est pas un truc, ce n'est pas un système, c'est pas une règle, mais c'est cette malléabilité. Hein, il y a tous ces clichés que l'on colporte sur la psychanalyse, qui ont leur raison, qui ont leur fondement, c'est vrai,
Mais c'est plus ça, plus du tout. Alors, je ferme la parenthèse. Comment faire avec quelqu'un qui vient, qui n'arrive pas à monter? Bon, imaginons que la personne arrive à venir dans le cabinet. Alors, pour nous, je vais faire bref, tant pis, hein, ce sera un peu lapidaire, ces troubles phobiques, on l'appelait comme ça, c'est un trouble, une maladie, si on veut, un trouble de l'imaginaire. C'est-à-dire que pour tout sujet, vous, lui, elle, etc., ce qui nous fait tenir, c'est le réel, le symbolique et l'imaginaire. Ce que Lacan a nommé comme ça, c'est-à-dire que c'est trois dimensions. Ah ben, chez quelqu'un qui est phobique, c'est l'imaginaire qui est défaillant. Et on va dire, mais c'est paradoxal, puisque justement, il a trop d'imagination. Il va imaginer que le viaduc va s'ouvrir, que la voiture va tomber, donc je ne vais pas prendre la voiture et pas elle. Mais l'imagination, c'est pas l'imaginaire. Donc la dimension de l'imaginaire, pour nous, on pourra en discuter s'il y a des questions, la dimension de l'imaginaire, elle est fondamentale. Chez le phobique, ce qui est en défaut, c'est la dimension de l'imaginaire. Comment on va faire dans une thérapie, dans une cure, pour restaurer quelque chose qui est défaillant dans cette dimension-là. Voilà. Et c'est pas facile. Très bien. Il y a une question, bien sûr encore. Oui. Excusez-moi. Monsieur, quelqu'un d'autre? J'en prends. Oui. Oui, bonjour. Je me posais la question, je ne sais pas comment vous appelez, excusez-moi. Vous venez, oui, vous. Oui, Jean-Pierre Rinaldini. Oui. Voilà. Donc bonjour monsieur, je me posais la question en fait vis-à-vis de la phobie. Est-ce que parfois, dans certains cas, la phobie ne pourrait pas être qu'une étape ou même un fonctionnement peut-être psychique à vie, mais qui protégerait de quelque chose de pire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'elle est toujours à traiter? Est-ce qu'elle n'est pas non plus... Après tout, si on reste en vie. Ben oui, ben si on s'en accommode. Mais alors ça c'est une question très intéressante parce que son symptôme, si c'est tenté que ce soit véritablement un symptôme, oui. Que ce soit un symptôme, si on arrive à dialoguer avec son symptôme, ben, c'est très bien. Au fond, une analyse, elle conduit à quoi? Elle ne conduit pas à éradiquer le symptôme, elle conduit à ce qu'un sujet puisse entretenir ou renouer un dialogue avec son symptôme, qu'il en soit moins captif. Donc à la limite, pourquoi pas? Hein? Bien sûr, c'est pas quelque chose d'honteux qu'il faut à tout prix éradiquer. C'est lorsqu'on en souffre, lorsque la vie devient invivable. C'est là où ça pose problème. Merci. Pour le sujet. Merci. Bien, là, dans le standard, oui, avant de vous donner la parole, il y a deux appels. Il y a un spectateur qui demande. Le spectateur me demande si je peux lui conseiller un livre de Michael Connelly dans lequel Harry Bosch... Non, monsieur, ce n'est pas le lieu d'être. Hein. Vous lisez le poète, c'est pas mal déjà. Non. Par contre, alors, une deuxième question qui paraît intéressante, qui va s'adresser peut-être à Caroline ou à Frédéric. Une téléspectatrice me dit que la semaine dernière, elle a vu à Nice, au cinéma Mercury, un film qui s'appelle Happy. C'est un documentaire qui est entièrement consacré, qui est écrit parce qu'il n'y est déjà plus, à la pratique de la mindfulness aux États-Unis, notamment dans les écoles, dans les universités, même dans une maison de redressement. Je vous demande donc, est-ce que vous savez si en France, à Nice je ne pense pas, mais en France, la mindfulness est déjà introduite dans les écoles et quel en est l'intérêt? Voilà. Dans les écoles? Je ne sais pas, je vous demande quel est l'intérêt. Voilà. Non, elle n'est pas encore introduite de façon officielle dans les écoles. Il y a des écoles pilotes dans lesquelles on essaye effectivement de sensibiliser les professeurs et les enfants à l'apprentissage de la mindfulness, mais ça reste encore expérimental. Alors finalement, parce que ça sert à quoi la mindfulness et la pleine présence, concrètement? Ça sert à quoi de s'observer? Ce qui est important de savoir, c'est quand on est anxieux, quand on est dans la phobie, on est rarement dans l'instant présent. Hein. On est soit dans le passé, dans ce qui a fait traumatisme éventuellement, l'attaque de panique, le moment où on situe le démarrage de la phobie, ou on est dans l'anticipation de ce qui va arriver.
hein, et dans les évitements des situations qui pourraient provoquer les attaques de panique. Donc la mindfulness, elle est là pour apprendre à être dans le moment présent, à sortir un peu de ce pilote automatique qui agit sans qu'on soit là, qui nous projette dans des angoisses. Et quand on médite, quand on est dans la pleine présence, on apprend à être là. Alors, moi, là, je suis absolument terrorisée de prendre le micro, j'ai le cœur qui palpite, j'ai les mains qui tremblent, et en même temps, je vous regarde tous, je suis là, et dans le moment présent, en fait, il n'y a pas de danger. D'accord ? Donc c'est ça qu'on va apprendre à faire, tout simplement. Je continue ? Ok. Après, oui ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la phobie, il y a deux mécanismes principaux. Il y a les pensées et il y a les sensations corporelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, c'est comme un hall de gare, en fait. Vous avez plein de pensées qui arrivent en permanence, et ces pensées, elles partent dans des destinations complètement différentes. Alors, ça peut être une destination sympa, comme effectivement Nice, et puis ça peut être Mityville, la maison du diable. Hein. Et ça, c'est le train fantôme. D'accord ? Et nous, ce qu'on apprend à faire quand on est dans la pleine présence, c'est apprendre à reconnaître les trains, déjà, et apprendre avec l'attention à ne pas monter dans le mauvais train, à ne pas monter dans le train fantôme. Donc ça aussi, c'est quand on observe ces pensées, quand on apprend progressivement, quand on se familiarise et qu'on devient intime avec ces pensées, on apprend à les nommer, on apprend à les repérer, et on apprend à ne pas se laisser embarquer dans les pensées, et éventuellement même à les critiquer, à comprendre que les pensées, c'est pas une vérité, c'est pas forcément la réalité, surtout les pensées qui disent le contraire. Ce sont des exercices à pratiquer? Ce sont des exercices, tout à fait. La méditation, c'est vraiment une discipline où on va observer notre fonctionnement, hein, où on prend vraiment du temps pour remarquer quelles sont les pensées, et puis après, progressivement, on peut petit à petit, avec l'aide d'un instructeur, se familiariser avec ces pensées qui font peur et ne pas se laisser envahir. Donc d'une part, il y a les pensées, et d'autre part, il y a les sensations corporelles. Quand on a peur, on a une pensée qui part dans le train fantôme, et puis on a des sensations physiques qui arrivent, et ces sensations, on les connaît un peu tous, hein, c'est la gorge qui se serre, la poitrine qui se serre, la tachycardie, typiquement là ce que je suis en train d'éprouver en ce moment, c'est très désagréable. Mais ça va mal finir tout ça. Ça va très très mal finir. La chaleur des thérapeutes. Eric, il y a votre femme dans la salle quand même. Ouais, il y a mon mari aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle avant de continuer? Ouais, je vais juste finir. En fait, donc la peur, c'est d'abord une pensée, et après, c'est dans le corps. Et ça se matérialise dans le corps. On a des sensations de peur. Et ces sensations, en fait, elles nous scénarisent la peur. Elles la légitimisent, on l'incarne, donc du coup, c'est vrai. Et avec la méditation, on va apprendre aussi à aller observer ces sensations. C'est comme si on braquait un peu avec une lampe torche l'attention sur le fond du placard, le dessous du lit. On va aller voir concrètement ce qui se passe. Voilà ce que je voulais dire. Oui, entre autres. Frédéric, je crois qu'il également. Juste un petit mot pour rebondir sur ce que tu disais et pour défendre les Niçois. Concernant la mindfulness, il y a maintenant un diplôme universitaire de méditation, relations thérapeutiques et soins à la faculté de médecine de Nice. C'est la 3e année là qui commence. Et à partir de ce DU, nous avons pu avoir des thérapeutes qui sont allés intervenir dans les prisons, dans les écoles et dans d'autres lieux difficiles. Donc non, Nice est dans la place, Nice est actif, Nice médite et essaye d'essaimer cette méditation laïque dite de pleine présence, qui là aussi est validée par des études scientifiques. Écoutez, cela méritait d'être dit, alors on va poursuivre, peut-être
Monsieur Olivier. Oui, je voulais revenir sur, en fait, un peu sur ma pratique, puisque je ne pratique pas que avec des autistes, bien entendu. Mais l'autisme, ça me paraît très intéressant, je dirais presque fondamental, parce qu'on est tous quelque part, on appartient à ce monde-là quelque part. C'est la difficulté de reconnaître l'autre en face, de reconnaître l'altérité, ce qu'on parle de l'altérité, d'avoir quelque part peur de sortir de ses propres limites, de son propre imaginaire dans lequel on est resté enfermé. Et ça, l'autisme, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, alors de manière très gravissime, si on peut dire, très dramatique, puisque l'autiste reste enfermé, n'a bien souvent même pas aucune parole pour en sortir. Et de ce côté-là, pour revenir sur les questions polémiques de tout à l'heure, par rapport à la psychanalyse, moi je trouve intéressant toutes les disciplines à partir du moment où il y a une ouverture, où il y a la proposition de quelque chose, où on peut en entendre, ça propose quelque chose sur comment se sont construites pour un tel ou pour un tel des drames personnels, est-ce que c'est une porte, est-ce que ça permet pour la personne en question de sortir de son impasse. Donc à ce niveau-là, je trouve la sophrologie est une porte qui peut être intéressante. Le mindfulness ou d'autres, ça peut être une porte intéressante. Moi, la psychanalyse, ce qu'elle m'a apporté, ça m'a permis de penser un petit peu comment ça a pu se construire tout ça, le drame de chacun. Donc je reviens sur l'autisme, encore une fois, ce n'est pas le seul thème qui m'intéresse, loin de là. Mais ce côté très fondamental de l'être humain qui est tout seul et qui est confronté à des choses qui l'entourent, qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, un monde qu'il dépasse, une destinée qu'il dépasse, etc. Et comment on peut en sortir? Alors il n'y a pas que, évidemment, comme ça a été caricaturé tout à l'heure, que le divan, ça c'est une caricature, ça nous fait sourire, bien entendu. Comme le disait Jean-Louis, on peut descendre en bas de l'escalier, on peut marcher dans la rue. Moi avec les autistes, je leur parle beaucoup, mais eux répondent souvent assez peu. Mais il y a pourtant quelque chose qui s'établit, il y a quelque chose qui se passe dans le regard, plus que ça, il y a d'autres choses. Et sur un temps plus ou moins long, il y a ce qu'on appelle, à partir de là ça fonctionne, le transfert. Il y a quelque chose, il y a une connexion, une communication, il y a quelque chose qui s'installe. Voilà. Et pour moi, la psychanalyse, ça me permet de penser ces choses-là. C'est dans cette mesure que je ne redis strictement rien de la psychanalyse et que j'appartiens à ce courant-là. Voilà. Caroline ou à Marie-Pierre ou à Alessandra. Je veux bien. Je voulais juste... allez-y. En ce moment, j'écris un livre et en fait, ma passion, c'est l'être humain. Et depuis 2007, donc je suis sophrologue. Et pour moi, il y a deux peurs en fait. Il y a la peur de ne pas être aimé et la peur de mourir. Et en fait, très souvent, toutes les peurs vont se trouver derrière ces deux propositions. Voilà, je trouvais intéressant de le dire. On parlait des différents types de phobies tout à l'heure, notamment des phobies plus ou moins élaborées, des phobies sociales, etc. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans ma pratique également, on parlait aussi de l'importance de l'imaginaire. Et en fait, je le travaille aussi indirectement, plus ou moins par le biais des tests projectifs, notamment par le biais du Rorschach. Et en tant que méthode projective, justement, alors là, de par le stress, j'ai peut-être pas forcément d'exemple précis à donner, mais ce que je voulais vous signifier, c'est que c'était par le biais de cette méthode, les patients, en tout cas, projettent en tout cas leurs angoisses, plus ou moins élaborées, enfin plutôt archaïques, puisqu'ils projettent une partie de leur inconscient sur des taches d'encre qui ne représentent rien en soi, mais qui en tout cas, qui vont donner du sens par le biais de leurs paroles et par le biais de leur inconscient. Et donc, je voulais vous signifier qu'en tout cas, c'était un bon support en tant que support de projection pour travailler ultérieurement également sur les phobies et même, au-delà de la phobie. Voilà. Très bien. Caroline, vous voulez poser encore... Caroline, oui. Je voulais savoir, quelqu'un qui vient vous voir pour hypnotiser, est-ce qu'il y a un certain nombre de séances pour être... On t'entend pas. Parce que le micro est parti là-bas. Ah oui. Non, mais pas derrière, c'est pas à l'oreille, c'est...
Voilà. La bouche, elle est, la bouche est devant, Daniel. L'oreille est derrière. Voilà. C'est bon? Mieux qu'on prenne du temps. Il y a une question là. Il y a des questions. Je peux. Madonna. Alors on m'a passé le micro. J'aurais une question. C'est bon, je pense que c'est bon. On m'entend suffisamment. Vous m'appelez, On a je trop suis là. entendu peut-être, mais Vous voilà. m'appelez, je suis là. Oui. Une question là-bas. Une question alors. Il faudrait un petit peu changer parce qu'on croit que la personne est payée finalement. Donc elle n'est pas payée par le. Non, Ben, en fait, plus je vous écoute et tout ça, et plus les questions me viennent au fur et à mesure. Alors je ne sais même pas si j'aurai le temps de toutes les poser, mais vous pouvez, parce que j'ai peur de prendre trop de place non plus. Je voulais savoir si une personne peut développer une phobie à un âge mûr. Est-ce que, parce que vous parlez beaucoup des enfants, tout ça, des écoles ou des crèches, mais est-ce qu'il peut arriver qu'une personne d'un certain âge puisse développer une phobie qu'elle n'avait jamais développée avant? Voilà. Qui veut répondre? Frédéric, la main. La réponse est oui. Merci. C'est comme en amour, ça n'a pas d'âge en fait. Toute la vie, nous apprenons de nouveaux comportements. Et toute la vie, nous pouvons désapprendre des comportements. Et ce n'est pas une question d'âge. Dans le modèle des TCC. Caroline, c'est pour répondre à la question aussi, c'est parce que il faudrait aussi faire attention à ce mot de phobie. L'homophobie, l'islamophobie, c'est pas de la phobie. Il faut oui, on peut dire que oui, on peut décréter que oui, mais c'est l'inquiétude, la peur, tout ce que vous voulez, le mal-être par rapport à quelque chose, c'est pas forcément une phobie. On va se servir de ce terme, ce mot phobie, en rappelant que ça vient de Phobos, qui était le fils d'Arès, le dieu de la guerre, et que Phobos faisait tellement peur sur les champs de bataille aux ennemis qu'ils s'enfuient. Mais l'homophobie, c'est pas forcément une phobie. Voilà. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot aussi? Bien fait de préciser. Voilà. Et Caroline. Alors, pour répondre à la question de savoir en hypnose combien de temps il faut pour traiter une phobie, oui. L'hypnose, c'est une pratique qui s'inscrit dans la thérapie brève. Donc on dit souvent que quand on commence à travailler sur soi en hypnose, parce qu'on ne traite pas que les phobies, c'est d'ailleurs assez rare que les gens viennent traiter leur phobie en hypnose parce que c'est assez méconnu, on compte de 1 à 10 séances selon l'objectif qu'on veut atteindre. Et c'est cher? C'est cher une séance d'hypnose, enfin en ce qui me concerne, une séance d'hypnose d'1 heure coûte 60 €. À vous donner les prix aussi Jean-Louis demandait si c'était cher. Non, mais parce qu'on a dit la psychanalyse tout à l'heure, ça coûtait très cher. L'avantage de l'hypnose, c'est que c'est beaucoup plus court. Allô? Une question? Pardon, des questions? excusez-moi. Monsieur. C'est pas réellement une question, mais je trouvais très intéressant l'intervention de monsieur tout à gauche, pardon, j'ai oublié son prénom, mais sur la distinction qu'il y avait à voir avec le fait qu'une phobie traduisait une carence en imaginaire et non pas en imagination. Et il n'a pas pu terminer son intervention et j'aurais bien voulu savoir justement quelle était la distinction entre les deux, ou la subtilité, pardon. Vaste programme. C'est difficile. Nicolas. C'est difficile. Installez-vous tranquillement. Allez-y. Je vais vous prendre un exemple. Bon. Vous marchez sur le trottoir. Il y a une file de voitures le long du trottoir, arrêtées parce qu'il y a un embouteillage. À l'intérieur de ces véhicules, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, ils sont là. Vous marchez. Bon. Vous avez deux cas de figure, c'est très schématique bien sûr, deux cas de figure. Soit vous en fichez complètement des gens qui sont dans les voitures, vous marchez, vous n'avez rien à faire. Soit vous les regardez et vous vous demandez s'ils vous regardent. D'accord ? Et
C'est-à-dire que vous interrogez le regard de l'autre pour savoir si, à la limite, vous les intéressez ou est-ce qu'ils vous regardent. C'est ça la question de l'imaginaire. Si votre imaginaire est suffisamment consistant, vous n'avez rien à faire de ça. C'est toujours la question l'imaginaire, c'est la question du rapport à l'autre. Imaginaire. C'est-à-dire comment je me constitue dans l'image du miroir, allez, on va le dire autrement, on va faire une belle métaphore, comment je me constitue dans le regard de l'autre qui me regarde, depuis que je suis tout petit. Comment je compte dans le désir de l'autre. Il peut être effrayant, ce désir de l'autre. Ce regard de l'autre, vous le métaphorisez, hein, vous le généralisez. Ce regard de l'autre, il peut m'affoler. Qu'est-ce qu'il me veut? Que me veut-il? Là, tout à l'heure, Caroline a dit, elle a décrit ce qui pourrait être un état de panique, hein, une attaque, comment on dit, une attaque de panique, tachycardie, l'impression qu'on va s'évanouir, etc., ce qui est vraiment le summum de la phobie dite sociale. Et puis elle a tout de suite dit que non, parce qu'autour d'elle, nous étions bienveillants. C'est-à-dire que le regard des autres, enfin le regard de l'autre, on va le généraliser, on ne lui veut pas du mal, au contraire. Elle en est persuadée, vous voyez. Donc le regard de l'autre, c'est quelque chose d'absolument important. C'est ça la dimension d'imaginaire, qui fait consister, qui nous fait tenir. Et ça ne va pas toujours tout seul. Pour tout le monde, parfois ça va, parfois ça ne va pas. Et donc on peut revenir à... Parce qu'à une époque, on peut être... oui, à une époque, je ne sais plus d'où était venue la question, à une époque, on peut très bien développer une phobie parce qu'il y a quelque chose qui devient carent, une carence à ce niveau-là. Voilà. Après, est-ce que c'est héréditaire, génétique? On va laisser ça aux neurosciences, puisque maintenant ils arrivent à éclairer les zones du cerveau en bleu, en rouge, et que c'est là que ça se passe, etc. On va peut-être parler des neurosciences, je ne sais pas, mais c'est pas tout de suite. Là. Non, je pense qu'il faut. On fait tourner. Ça, voilà. Oui, justement, Marie-Pierre. Non, mais moi j'avais une question, puis je me tais. J'avais une question, c'était la question quand vous avez parlé tout à l'heure, et je voulais vous poser la question du transfert. C'est-à-dire, vous qui êtes thérapeute, thérapeute, ça vient du grec thérapeien, ça veut dire prendre soin. Vous qui êtes, nous qui sommes thérapeutes, qui recevons des personnes, il y a quelque chose qui passe. Dans vos pratiques particulières que vous avez évoquées, est-ce que vous arrivez à cerner cette dimension du transfert? Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Est-ce qu'elle compte? Est-ce que ça compte pas? Est-ce que vous vous en fichez? Je veux dire que c'est pas une question. Oui, c'est une question. La question du transfert, c'est-à-dire que le transfert, ce qui se passe entre... C'est pas qu'une pure technique. Il se passe bien quelque chose. Tu leur parles aux gens qui viennent. Tu les reçois, tu les accueilles, tu leur dis bonjour, tu leur fais un sourire ou pas, je sais pas. Voilà. Si je peux commencer peut-être, oui. Ce qui se passe, je pense que en écoutant, en observant, en s'intéressant aux différents modèles et aux différentes psychothérapies, il me semble que les modèles sont différents, le langage est différent, la sémantique est différente, les processus sous-jacents, à mon avis, sont les mêmes. Et il y a beaucoup d'histoires de mots, quoi, hein, c'est-à-dire que ce qu'on va appeler contre-transfert dans un des modèles, on va l'appeler alliance thérapeutique dans un autre modèle. Mais ce que je voudrais souligner aussi en termes de psychothérapie, je tiens à l'étude si vous voulez la connaître, mais en termes d'efficacité en psychothérapie, 87% est dû au patient lui-même, c'est-à-dire aux ressources du patient lui-même en dehors des facteurs de la psychothérapie. Seulement 13% sont dus à la psychothérapie. Et parmi ces 13%, il y a seulement 8% qui sont dus
à la technique de la psychothérapie en elle-même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a montré qu'une grande part de l'efficacité dans ce qui était dû à la psychothérapie, et une nouvelle fois c'est que 13% dans plusieurs études, ce sont les facteurs, ce qu'on appelle non spécifiques, qui sont actifs de changement. Et dans ces facteurs non spécifiques, il y a la qualité de la relation thérapeutique, l'alliance, la confiance, la chaleur, l'authenticité, le partage, enfin, tout ce qui peut se passer d'humain dans la rencontre. Donc bien sûr qu'il faut tenir compte de ça, et la situation présente qu'on vit en psychothérapie, c'est la relation avec la personne. Donc bien sûr que c'est important, notamment dans les TCC, on ne fait pas abstraction de ça. On remettra, l'outil principal c'est l'analyse fonctionnelle, on appelle ça l'analyse fonctionnelle comportementale, mais l'analyse fonctionnelle comportementale de ce qui se passe comme émotion, cognition, comportement entre le sujet et le thérapeute, bien sûr qu'on l'utilise. Ça s'est appelé différemment ailleurs, me semble-t-il, mais bien sûr que c'est commun à toutes les psychothérapies, j'espère. Moi, j'entends bien ce que tu dis, mais je me pose la question par rapport à la méditation, par exemple. Comment ça se passe? Pour le TCC, j'arrive à le concevoir, mais parce que je connais pas. Donc, c'était ça la question. Pour la méditation, quel est le, je sais pas quel dire, le rôle, le statut du comment on l'appelle, le maître? Je sais pas comment on l'appelle. Le gourou. Non, mais non, là, c'est pour rigoler. Comment on appelle celui... Un instructeur de méditation. D'accord. On peut être praticien en mindfulness et instructeur de méditation. Instructeur, d'accord. Et alors, voilà, alors, quelle est la relation qui s'installe entre l'instructeur et les sujets qui sont là? Et... C'est une relation qui est très simple. C'est pas une question sournoise. Non, pas du tout. C'est une relation... comment dire? C'est une relation entre un être humain qui est initié, entre guillemets, à une certaine pratique, à une certaine discipline, et qui va transmettre sa méthode à une autre personne. Et donc il y a un rapport humain très... Comme un instituteur. Alors, il y a plus de bienveillance, très certainement, beaucoup plus de curiosité, singulière, individuelle. Mais tu dis instructeur, c'est celui qui instruit. Oui, on instruit une façon d'entrer, encore une fois, en intimité avec ce qui se passe dans l'expérience d'être un être humain. Et puis, dans une pratique, comme tu le soulignes, d'instruction-méditation, il y a ce qu'on appelle des feedbacks. C'est-à-dire que moi, je vais instruire une méditation, je vais donner une méditation, et puis à la fin, la personne qui a médité avec moi, ou le groupe qui a médité, va m'expliquer, quelque part, va rendre compte de son expérience et on va en discuter ensemble. Voilà. Il me semble, madame, que la base du transfert, c'est de dire que celui auquel on prête un savoir, on l'aime. Oui, alors, c'est pas que... Moi, je ressens pas spécialement d'être aimée par rapport à mon savoir, c'est pas ça. Je pense que ce que la personne va aimer, au fur et à mesure, c'est qu'elle va s'aimer elle-même. C'est pas tellement moi qu'elle va aimer, d'ailleurs, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Elle nous place en position de dispenser la mindfulness. Non, elle va apprendre à, encore une fois, entrer en relation avec elle-même. Moi, je suis là que pour dispenser quelque chose, pour lui donner des outils. Oui, mais vous êtes là, simplement. Je suis. Et vous êtes là, quand même. Oui, je suis là, bien sûr, je suis là pour l'accompagner dans cette démarche-là. Très bien. Écoutez, on va poursuivre, peut-être il nous reste encore quelques minutes, ou alors il faut que la salle se déchaîne. Je vais peut-être pas me déchaîner tout de suite, mais j'ai juste une petite question. J'entends bien qu'il y a des obédiences différentes, donc la psychanalyse, je tiens à le préciser, qui n'est pas une psychothérapie, et des psychothérapies. Vous avez tous, bien entendu, au niveau sémantique, des terminologies différentes, certainement des représentations de ce qu'est la peur, la phobie, etc., différentes.
Et je me posais la question, puisqu'on est dans un cadre théâtral, je me posais la question à quel point vous n'êtes pas tout simplement en train de jouer un rôle. D'autres questions? Monsieur, allez-y. Non, mais si vous voulez répondre à sa question d'abord. Comment? Oui. Bon, moi juste, c'est super intéressant, c'est drôle, et c'est pertinent. Ma réponse, ça serait oui et alors. Non, moi je parle que pour moi. Oui et alors. On peut relancer. Et en fait, alors, ma question à moi, c'était, puisque, alors c'est vrai qu'il y a différentes disciplines et différents rôles, peut-être, ouais. Et est-ce que vous pensez, puisqu'il y a beaucoup de, en ce moment, les neurosciences, la neurobiologie, tout ça, là, ça avance bien. Freud, il me semble qu'il était neurologue avant d'être psychanalyste, je suis pas sûr. Est-ce que vous pensez que les neurosciences vont prendre le pas sur la psychanalyse s'ils prouvent des tas de choses au niveau du cerveau et qu'ils comprennent ce qui se passe dans le cerveau quand on médite, qu'ils comprennent ce qui se passe dans le cerveau quand on est en sophrologie ou dans le transfert voilà. Qui veut répondre rapidement, monsieur? Rapidement, je ne sais pas si les neurosciences vont prendre le pas sur la psychanalyse, je ne le souhaite pas. Que les neurosciences, je pense que les neurosciences vont apporter de nouvelles démarches en psychothérapie. Je pense qu'on va, nous cliniciens, pouvoir utiliser l'apport des neurosciences en clinique, en psychothérapie. Donc il faut s'attendre à des nouvelles interventions en psychothérapie à partir des neurosciences. C'est déjà un peu le cas. Mais j'espère que tout le monde gardera, il en faut pour tout le monde, j'espère que tout le monde gardera sa place, améliorera son modèle, sa clinique. Il ne faut pas que ça soit l'hégémonie et un seul dogme, une seule vérité. Vous savez, les modèles ne sont pas des vérités. Hein. On utilise les modèles parce qu'ils sont utiles, c'est tout. Il n'y a aucune vérité. Ce sont des représentations, hein. C'est parce que ça nous aide, surtout ça aide les patients, ça les aide à changer. Donc si les neurosciences aident à changer, c'est bien, si la psychanalyse aide à changer, c'est bien, dans le sens de la personne qu'on a travaillé avec elle. Mais oui, les neurosciences vont apporter des nouvelles interventions, c'est sûr, et c'est tant mieux qu'on ait le plus de diversité possible. Oui, moi je voulais peut-être juste rajouter, je ne sais pas si c'est final, j'en sais rien du tout, mais que les neurosciences c'est parfois extrêmement intéressant, ça explique certains processus, ça démontre certaines constructions dans l'esprit. Ce que ça n'amène pas, à mon avis, ce qui me semble, c'est toute l'épaisseur et toute l'histoire d'un individu. Ça veut dire qu'on a des photos d'instants, de moments, de construction, d'état des lieux dans le cerveau, de communication entre zones, etc. On a facilement tendance à oublier que même avec les procédés statistiques, chaque cas est unique, chaque cas est vraiment à cerner, c'est ce qu'on essaye de faire chacun dans nos pratiques, il me semble, chaque cas est unique. Et l'épaisseur de l'histoire qui vient depuis, on peut le dire même avant la naissance, depuis toute cette histoire qui est aussi l'intégration de l'histoire même d'une société à travers sa culture, à travers les mots, le langage qu'on utilise, etc. Tout ça, les neurosciences, ça échappe aux neurosciences d'une certaine manière, malgré la finesse de leurs études. Alors c'est intéressant parce que ça montre, ça apporte certains faits, certains états des lieux, certains moments très précis. Et de ce côté-là, il y a parfois, on apprend des choses très intéressantes. Ça serait très complexe de rentrer à l'intérieur de ce débat, mais on peut voir certaines concordances, certains rapprochements entre des théories psychanalytiques qui sont intégratives, hein, qui intègrent tous les phénomènes de cette histoire longue depuis la naissance, et certaines impasses, par exemple du côté de l'autisme, où j'ai regardé ça de manière assez détaillée, de problèmes, impasses au niveau circulation d'un flux nerveux, au niveau... et à ce moment-là, ça éclaire de manière, comme on le dit, scientifique. Est-ce que ça apporte véritablement des solutions thérapeutiques? Je ne suis pas sûr. Voilà.
Et en tout cas, les pratiques, l'approche neurosciences, c'est dans l'époque, c'est dans le temps. Il faut se servir des instruments de l'époque aussi. Très bien. Alors, une question encore. Est-ce que vos pratiques... Oui, il y a des gens. Allons-y. Alors, je crois qu'on va prendre 2-3 dernières questions, mais on me dit dans l'oreillette qu'il va falloir qu'on conclue. Allez-y, madame. Oui, je souhaitais simplement poser la question du rapport que l'on pourrait établir entre, d'une part, le développement de ces nouvelles thérapies cognitives, etc., dites thérapies brèves, et celui des nouvelles technologies qui accompagnent la nécessité de la performance, de l'intégration et l'exigence faite aux individus d'être sans cesse plus opérationnels et peut-être plus soumis. Si on a 2 heures devant nous, on pourra répondre. Une petite réponse brève. Allez-y. Comme dit Olivier, si on a 2 heures, on peut en parler. Moi, je suis tout à fait heureux de ce que vous venez de dire, parce qu'il y a des enjeux idéologiques et politiques et économiques dans tout, et y compris dans le développement des neurosciences, qui sont une très belle chose, mais qui se trouvent être dévoyées par certains à des finalités qui éthiquement ne sont pas les nôtres. Alors, un mot de conclusion. Monsieur, à savoir l'épaisseur d'une société, d'une culture, d'un langage et d'une histoire. Merci. Un mot de conclusion, chacun et chacune, si vous le voulez bien. Plus de questions? Personne ne va être frustré? Si, une petite question? Oui, alors moi, c'est pas du tout une question, mais c'est pas grave, on s'en fiche, on est dans la spontanéité de l'humain. Bon, c'est difficile pour moi de ne pas réagir par rapport aux neurosciences, donc c'est pas vraiment une question, c'est un positionnement, avec toute l'ouverture d'esprit, et en effet, l'ouverture aussi de ce qu'apportent les connaissances dues à la neuroscience. Par contre, c'est un peu ce que monsieur a dit, donc c'est... Où va aller la magie de l'inconscient et de l'impalpable de l'inconscient dans tout ce qui est analytique également, dans toutes les thérapies analytiques, si les neurosciences prennent trop le pas, et tout ce qu'il y a de financier, d'intéressé derrière. Donc j'espère bien que les neurosciences ne prendront jamais le pas, mais ne seront qu'une part, ne prendront que la part belle à l'ensemble. Voilà, parce que personnellement, je pense que sans les théories analytiques et sans l'analyse tout court et sans les thérapeutes qui la pratiquent encore très bien, sans les psychanalystes, il n'y aurait plus cette magie de l'inconscient de l'humain, et tout ce qui nous échappe est aussi magnifique, même si ça peut être sordide parce qu'on peut atterrir dans le désarroi d'un cabinet de psychanalyste, mais c'est magnifique. Heureusement que c'est magnifique tout ce qui nous échappe. Et il faut que les choses nous échappent encore. Sinon il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'humain, c'est fini. Voilà. Alors, un mot de conclusion, peut-être chacune, si vous voulez bien. Un petit mot de conclusion? Chacun? Je rebondis sur ce qu'a dit la personne qui était là. Ce qui compte, c'est que ça échappe et que ça rate. Voilà. L'objet de notre désir, ce n'est jamais qu'un objet que nous poursuivons et sur lequel on ne mettra jamais la main, et tant mieux. Voilà. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez. Et si la science veut bien nous dire ce qui est bon pour nous, ce qu'il faut faire, nous a parlé le mot preuve, je n'ai pas rebondi, et qui a été utilisé à plusieurs fois par Frédéric, mais on ne va pas entamer le débat là-dessus. C'est intéressant. Mais ce qui est important, c'est que c'est le chemin. C'est le chemin vers, après l'objet. Merci. Je vais faire vite. Juste, je voulais revenir sur quelques précisions. La peur n'est pas une maladie, la peur est une émotion primaire, elle nous est utile, il faut en tenir compte et développer ce qu'on appelle des régulations émotionnelles. La phobie est un diagnostic, c'est une maladie mentale, c'est un diagnostic médical, et le traitement de la phobie, à mon avis, revient au médecin par des traitements médicaux, médicaments ou autres. En psychothérapie, on développe un modèle et des techniques qui c'est tout l'art de la psychothérapie qui, déployé avec le patient, déployé par le patient, vont faire en sorte que du changement va apparaître et que, in fine, les symptômes vont se modifier, le diagnostic va disparaître. Être psychothérapeute, c'est pas s'occuper des maladies, selon moi, ça c'est le métier des médecins. Et je finirai par
ça, c'est je vous remercie beaucoup d'être là. Vous êtes super, vous êtes beau, vous êtes merveilleux. Continuez comme ça, soyez vivants, ayez peur, ayez vos phobies, faites comme vous pouvez avec. Nous sommes voilà, tous à la même enseigne et je remercie les organisateurs. Merci Jean-Louis et toute votre équipe. Et merci à mes collègues là sur la scène et Daniel, notre animateur. Merci beaucoup. Attendez, juste un petit instant, monsieur veut faire une remarque. Vous voulez mon micro? Ou vous parlez fort? Pas fort. Une petite question, parce que tout à l'heure on a parlé d'évitement en fonction de l'objet phobique, par exemple. Alors moi j'ai essayé avec mon imagination de ne plus être phobique des araignées mais des pingouins. Parce que j'avais à Nice. Et je me suis dit que si j'étais phobique des pingouins, j'en verrais moins. Alors, du coup, voilà, je réfléchis, hein, merci à tous. Très bien. Caroline. Allez, Oh, ah, moi je suis là pour ça, madame. On finit. Petite conclusion, si vous voulez bien. Qui veut conclure? Merci. Moi je trouve ça intéressant. Allez-y, madame. Moi je trouve ça intéressant quand vous parlez. Voilà. Bon, merci. Merci, j'ai affronté ma peur. Et ouais, vous m'avez vraiment aidé, c'était chouette. Et je reviendrai. non, je voudrais quand même dire qu'il faut du courage pour affronter sa peur. Et je pense qu'on a tous été courageux et vous êtes tous courageux d'être là. Hein. Il faut avoir cette attitude un peu chevaleresque pour regarder les dragons et pour que les dragons se transforment en princesses. Les pingouins aussi. Qui veut conclure encore? Marie-Pierre. Oui. Oui, je voulais rebondir sur l'intervention de la dame tout à l'heure, qui m'a vraiment touchée. Parce qu'en fait, je ne défends qu'une idée. C'est que dans notre humanité, on fait passer l'ontique avant l'ontologie. C'est-à-dire, on fait passer le faire, très souvent, le progrès, le scientifique, etc., avant l'être humain. Et dans mon cabinet, je reçois chaque personne et je ne mets qu'une seule chose. Je mets mon cœur. Et je voulais vraiment dire ça, que je pense que l'humanité prendra notre virage quand tout le monde mettra du cœur dans ce qu'il fait, tout simplement. Voilà. Alors le débat va s'achever. Pas de conclusion, madame? Non. Ok. Le débat va s'achever. Très bien. Donc nous vous remercions d'y avoir participé et dans tous les cas, ne laissez jamais les chemins du désir s'embroussailler derrière vous. Voilà, ce sera le dernier mot de l'après-midi avant la pause. Merci. Bien. Je vais prendre le relais très vite. Effectivement, je pense qu'il est temps de faire une petite pause.